Alors, dans le livre, je défends l'idée, d'ailleurs, c'est le titre du livre, How Pair Bonding Gave Birth to Human Society. Le sous-titre, c'est pas pour rien, c'est que une des thèses principales du livre, c'est que c'est l'évolution de la monogamie qui aurait créé les conditions requises pour lancer la société humaine sur sa voie, là, sur sa structure profonde, la voie vers sa structure profonde. Et la question de la monogamie, l'origine de la monogamie, c'est un sujet extrêmement traité, sujet d'intérêt en anthropologie depuis longtemps, surtout en bioanthropologie, même en primatologie. Et l'idée générale, exprimée simplement, c'est qu'à l'origine, nous avions un système de reproduction de type chimpanzé, qui sont d'ailleurs nos plus proches parents. C'est-à-dire qu'on aurait à l'origine hérité d'un système de reproduction qu'on appelle la promiscuité sexuelle, ce qui veut dire que c'est un terme de jargon, hein, c'est pas tout à fait promiscuité comme on l'entend. Ça veut dire que chaque mâle peut avoir plusieurs partenaires sexuels, chaque femelle peut avoir plusieurs partenaires sexuels à court terme, et la paternité n'est pas reconnue. Parce que la femelle est mise enceinte par un mâle, mais elle peut avoir copulé avec 10 mâles du groupe. Donc la paternité n'est pas reconnue. Or, dans les sociétés humaines, nous formons des familles, il y a des rapports à long terme entre le père et la mère, donc l'enfant reconnaît aussi bien son père que sa mère et le père reconnaît ses enfants. C'est très important comme différence. En fait, c'est tellement important que dans le livre, je montre que l'évolution de la monogamie ou du lien sexuel stable entre l'homme et la femme a généré toute la parenté patrilinéaire, qui jusque-là n'existait pratiquement pas chez les autres primates. Parce que même dans les sociétés monogames, comme chez les gibbons, le petit peut reconnaître son père, mais ensuite, il quitte son père puis il fonde un autre groupe monogame. Donc, il ne connaîtra jamais les apparentés de son père. Donc, il n'y a pas de parenté patrilinéaire. Pour qu'il y ait parenté patrilinéaire, il faut que non seulement il y ait lien de couple, de sorte que les enfants reconnaissent et leur père et leur mère, mais il faut que plusieurs couples vivent ensemble et que les apparentés du père soient présents, etc., pour qu'on puisse les reconnaître. Donc, l'évolution de la monogamie a créé la parenté patrilinéaire. Et comme je l'explique dans le livre, la parenté patrilinéaire pourrait même être à l'origine des rapports de pacification entre les groupes. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, je vais revenir à la question, justement, de la monogamie. Comme je le disais, on expliquait la monogamie. En fait, on partait du principe qu'à l'origine, nous pratiquions la promiscuité sexuelle. À un moment donné, le fardeau maternel humain est devenu tellement important parce que le cerveau croissait. Parce que le cerveau croissait, il fallait que l'enfant soit expulsé du corps de la mère à un stade précoce de développement du cerveau, de sorte que l'enfant devait se développer. Son cerveau devait se développer à l'extérieur. Ça a pris beaucoup de soins maternels et c'est à ce moment-là que le père aurait joint la mère pour l'aider. En fait, c'était adaptatif pour le père de joindre la mère parce que c'était la seule façon de laisser des descendants viables. La mère ne pouvait pas y arriver seule. Donc, on expliquait la monogamie comme étant né des avantages de l'investissement paternel. C'est parce que la séquence est la suivante, le fardeau maternel aurait augmenté à cause de la croissance du cerveau, donc la mère avait besoin d'aide, donc le père joint, et donc l'origine du lien de couple réside dans une espèce de partenariat de reproduction qui va devenir un partenariat économique éventuellement. Dans le livre, je propose une toute autre histoire qui, à mon avis, est beaucoup plus parcimonieuse au sens anglais du terme, c'est-à-dire plus simple, plus plausible, compte tenu de nos connaissances sur les primates. Je pense qu'il n'est pas réaliste de penser qu'on est passé d'un système de promiscuité sexuelle à un système de monogamie de façon directe. C'est un saut véritablement quantique. Mathématiquement, ça demande un ensemble de circonstances qui... en fait, j'ai fait une liste dans le livre d'à peu près 14 conditions qui doivent être réunies. C'est peu plausible. Et d'autre part, ça n'a jamais été observé chez d'autres espèces, cette transition de la promiscuité sexuelle à la monogamie.
Ce qui est observé, par contre, c'est une autre transition, et je pense que c'est celle-là qui s'est passée chez nous. C'est-à-dire que nous aurions en effet commencé avec un système de type promiscuité sexuelle de type chimpanzé, mais il y aurait eu une étape intermédiaire fondamentale entre celle-ci et la monogamie, c'est le groupe d'unité polygyne. C'est-à-dire que nous serions passés dans un premier temps de la promiscuité sexuelle à la formation d'unités polygynes, c'est-à-dire où un mâle contrôle un certain nombre de femelles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette transition-là est documentée. On le sait par des analyses phylogénétiques, maintenant couplées à des analyses moléculaires. On sait par exemple que les babouins qui forment des groupes d'unités polygynes avaient des ancêtres qui, eux, formaient des groupes à promiscuité sexuelle. Donc, on sait que cette transition-là est possible. On sait même, par exemple, on a déjà vu des groupes en Afrique de babouins qui sont des groupes à promiscuité sexuelle. Lorsque les conditions écologiques s'y prêtent, ils se subdivisent en petits groupes pour aller fourrager, manger la nourriture. Les petits groupes ne sont pas faits aléatoirement. C'est un mâle avec quelques femelles, un autre mâle avec quelques femelles. Ils forment des unités polygynes lorsqu'ils se divisent écologiquement, pour des raisons écologiques. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui nous montrent que la transition de la promiscuité sexuelle à la polygynie est très plausible. Si c'est ça qui s'est passé, ça veut dire que la grande question devient pourquoi est-on passé de structure où tout le monde est polygyne, comme chez les madrias, vous avez, disons, dans un groupe, 10 mâles qui ont chacun 5 femelles, puis plein d'autres mâles qui n'ont aucune femelle. C'est drastique, là. C'est une compétition intermâle, puis les plus solides monopolisent les femelles, puis les autres n'en ont pas. Alors, comment serait-on passé d'un tel système, un système où le mâle passe de 5-6 femelles à une seulement? Pourquoi il aurait fait ça? C'est une toute nouvelle question parce qu'avant, ça veut dire que la monogamie aurait évolué à cause de l'avènement de contraintes, des contraintes qui ont agi sur la polygynie. La question devient, quels seraient les avantages pour les mâles ou les femelles de réduire le nombre de femelles par mâle? Là, je me suis mis à réfléchir à ça et j'ai trouvé au moins 4 modèles différents que je développe dans le livre, surtout dans la version française, parce que c'est aussi la réflexion par la suite. Et c'est beaucoup plus parcimonieux parce que il faudrait lire l'argument en détail, mais c'est que si on est déjà en relation polygyne, c'est-à-dire qu'on a déjà un lien stable avec, disons, 5 femelles, on n'a pas expliqué le lien stable. Le lien stable existe déjà. Ce qu'il va falloir expliquer, c'est pourquoi on a eu des liens stables avec moins de femelles, pourquoi on a perdu des femelles. Et là, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, vous allez voir, c'est très diversifié et elles ne sont pas mutuellement exclusives du tout. Elles sont même probablement concurrentes, c'est-à-dire, pas concurrentes au sens anglais du terme, excusez-moi, ça vient souvent en anglais. Elles sont convergentes et elles peuvent être cumulées. Si on suppose qu'il y a eu une augmentation du fardeau maternel alors qu'ils sont en groupe polygyne, ça veut dire que le mâle doit éventuellement aider, disons, 5, 6 ou 8 femelles à élever leurs enfants. C'est pratiquement impossible, à moins qu'il y ait production de nourriture, mais il n'y a pas de production de nourriture chez les primates. Donc, il y aurait eu une sélection naturelle des mâles qui réduisaient le nombre de femelles qu'ils contrôlent pour être capables de mieux approvisionner les femelles qui leur restent. Ça aurait été, c'est ce que j'appelle le modèle de la surcharge paternelle. C'est une possibilité. Évidemment, ce n'est pas prouvé. Mais si on admet qu'on part de la polygynie, et si on pose comme postulat qu'il y a une augmentation du fardeau maternel à cause de l'accroissement du cerveau, et que là, le père veut contribuer à l'approvisionnement, il ne peut pas fournir 6-7 femelles, c'est impossible. Une toute autre explication, dans un tout autre registre, c'est l'avènement des armes, qui est un événement culturel. Dans une hiérarchie de dominance, le mâle le plus élevé a priorité d'accès aux femelles. Les rapports de force déterminent l'accès aux femelles, toute autre chose étant égale, à moins que la femelle ait vraiment une préférence pour certains mâles. Des fois, ça peuvent tricher par rapport à la hiérarchie. Mais en général, on trouve des corrélations. Plus tu es dominant, plus tu as de femelles, plus tu as de ressources. Donc, ce sont des rapports de force. Si le mâle subordonné ne peut pas, c'est parce qu'il ne fait pas le poids face au mâle. Maintenant, imaginons, disons d'abord que les primates n'utilisent pas d'armes lors de conflits interpersonnels.
Ça n'a jamais été observé. On a déjà vu des chimpanzés lancer des pierres, mais c'est surtout des parades agressives, des displays, comme on dit en anglais. C'est pas dirigé. Ils vont pas, quand ils mettent à mort quelqu'un, parce que c'est déjà observé, ça a été observé, ils prennent pas une pierre pour frapper dessus. C'est à coup de... Donc, il n'y a pas d'armes. Les armes létales dans les conflits, intragroupes ou intergroupes, n'existent pas. Mais à partir du moment où les armes létales existent, que ce soit des bâtons à creuser qui sont pointus, ou que ce soit des arcs et des flèches, mais là, on peut retourner très loin, ça peut être des bifaces, ça peut être des pierres, même avant les bifaces, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des objets de bois qu'on ne retrouvera pas parce qu'ils existaient il y a 3 millions d'années. Mais à partir du moment où on utilise des armes, ça veut dire qu'un individu qui est physiquement moins fort, mais qui est plus habile dans le maniement des armes, peut, en théorie, infliger des blessures sérieuses à un mâle dominant. Mieux que ça, il peut attaquer un dominant avec une arme alors que le dominant est assoupi ou endormi. J'ai souvent vu, moi, quand j'étudiais les macaques rhésus, une femelle qui dormait, comme ça, et là, un mâle arrivait subrepticement en arrière d'elle, sans faire de bruit, pour y sauter dessus. Bon, elle ne pouvait rien y faire. Mais imaginez si le mâle avait eu une arme. Il aurait pu la tuer. Alors, à partir du moment où les êtres humains, ou les homininés, ont disposé d'armes létales, puis ils en ont disposé, on le sait, parce que ne serait-ce que pour la prédation, mais quand ils en ont disposé, ils ont pu les utiliser contre des congénères. Et ça, c'est venu, logiquement parlant, annuler, ce terme est peut-être trop fort, mais réduire considérablement la variance dans la force relative du dominant, du plus gros par rapport au plus petit, c'est-à-dire de celui qui est plus agressif. On est venu comme contrecarrer le rapport de dominance fondé seulement sur la force physique pure. Question d'habileté dans les armes, dans le maniement des armes, puis question aussi de risque pour le dominant de blessure. Donc, ça veut dire qu'un mâle dominant qui voulait monopoliser 5 femelles, comme le font les hamadryas, il pouvait faire face à 5 mâles armés. Et là, c'est beaucoup plus coûteux et risqué. Et il se pourrait, selon ce modèle-là, qui est basé donc sur l'augmentation des coûts réels de l'agression intermâle, explique le passage de la polygynie à la monogamie simplement parce que les coûts de la polygynie devenaient trop grands. Donc, c'est très différent du premier modèle qui dit c'est l'investissement paternel. Mais on sait que les deux choses se sont produites. Donc, il peut y avoir eu convergence à des moments différents pour rendre la monogamie encore plus avantageuse. Je vais donner un troisième exemple. Je ne parlerai pas du quatrième, mais le troisième exemple, c'est le développement de la coopération intermâle. On sait que pendant l'hominisation, les mâles homininés ont développé de façon, je veux dire, à grande échelle, si on compare ça aux autres primates, évidemment, des techniques de coopération et des rapports de coopération dans l'obtention de la nourriture. Par exemple, ils chassaient en groupe, ce que font très peu les autres primates. Ils sont vraiment autarciques individuellement, ils se nourrissent seuls. Les chimpanzés peuvent chasser de temps en temps, mais ça représente peut-être 2 % de leur protéines, alors que chez l'humain, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, chez les cueilleurs-chasseurs. Donc, on sait qu'ils ont coopéré à la chasse, on sait qu'ils ont fait des coalitions de mâles dans des conflits intergroupes. Autrement dit, on sait que les hommes ont développé une interdépendance dans la coopération qui est inégalée chez les primates. Alors, si les hommes sont interdépendants dans la coopération, et si en même temps, certains des hommes cherchent à monopoliser toutes les femelles, il y a un conflit d'intérêts majeur. Un mâle qui est capable, qui est prêt à sacrifier le nombre de femelles qu'il monopolise pour conserver des partenaires de coopération qui sont essentiels pour l'obtention de ses ressources, va être avantagé. Donc, le troisième modèle, c'est ce que j'appelle le modèle du compromis de coopération, qui serait venu atténuer la force de la compétition, qui serait venu, en fait, étouffer un peu la force très grande de l'intensité de la compétition intermâle. La compétition intermâle pour les femelles existe encore chez l'être humain, mais c'est incomparable à ce qu'on trouve chez l'hamadryas, où vous avez la moitié de la population qui n'a pas de femelles, puis l'autre moitié qui en a. Alors, ce que je viens de dire sur l'évolution de la monogamie me permet de réfléchir justement sur l'intérêt d'étudier l'évolution, de se servir des primates pour comprendre l'évolution du comportement humain. C'est simple, c'est les gens qui croyaient ou qui raisonnaient en disant on est passé d'une structure chimpanzé, d'un système chimpanzé directement à la monogamie, ce n'est pas des primatologues. C'est des anthropologues qui réfléchissent
d'où vient la monogamie, étant donné que c'est très utile pour élever des enfants. Alors pour eux, ils se disent, bien, si c'est très utile pour élever des enfants, ça a dû naître de cette fonction-là. L'homme a joint la femme pour l'aider à faire des enfants. Dans le modèle que je présente, c'est pas du tout ça. L'homme est déjà avec la femme pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les enfants. Il est avec la femme pour la même raison que le gorille est avec les femelles ou la madriace est avec ses femelles. C'est de la compétition intermâle et on essaie de maximiser. On appelle ça une stratégie de garde de femelles. Les mâles font aucun investissement paternel. Le gorille ne fait rien pratiquement. Le babouin madriace ne fait rien. Mais la table est mise pour que si un jour la femelle a besoin de l'aide du mâle, il va être là. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est plus parcimonieux au sens anglais. Il y a 2 étapes. Le lien de couple aurait existé pour des raisons qui n'ont rien à voir à ses avantages économiques et paternels. Mais il aurait été présent lorsque les besoins en aide sont arrivés, à cause de l'évolution du cerveau notamment. Et là, il y a une transition qui est beaucoup plus... En fait, c'est typiquement, l'explication est typiquement évolutionniste. Au lieu de voir des changements brusques, je propose des changements qui sont comme très, très naturels, tout petits, mais qui se cumulent et qui qui conduisent à des changements importants en bout de ligne. Ça, c'est la perspective primatologique qui le permet. C'est la beauté de la chose, je pense. J'ai fait la même chose avec Lévi-Strauss. Dans le fond, Lévi-Strauss, qui raisonnait à partir de son point de vue structuraliste, se dit la famille, l'exogamie réciproque, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses ensemble, et comme toutes ces choses-là sont interdépendantes, il a fallu qu'elles arrivent en même temps, mais pas dans une perspective primatologique comparative. On peut tout décomposer ça en petits éléments dont on voit, dont certains sont très anciens, d'autres plus récents, et ainsi de suite. Puis il y a des effets d'émergence aussi. Quand on met ensemble 4 ou 5 éléments, ça donne quelque chose de nouveau. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer tout à l'heure, mais c'est la même chose avec la parenté patrilinéaire. Quand les conditions sont réunies, la parenté patrilinéaire émerge. Elle n'est pas voulue, elle n'est pas recherchée, elle émerge. Mais quand elle émerge, là, il y a tout un autre ensemble de rapports sociaux qui peuvent émerger, les rapports préférentiels entre la parenté patrilinéaire. Alors, c'est ce que j'avais à raconter sur les origines de la monogamie.